C'est bon? Vous y allez? Donc bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Pierre Reliquet, je suis consultant au sein de Zenica, je suis développeur front-end principalement et formateur AngularJS accessoirement. Si vous voulez les slides, vous les avez ici. Bon, vous avez l'adresse. Il y a un lien, sinon c'est sur Pierre Reliquet, GitHub.io et /talks. Vous trouverez le lien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler moi d'Angular Dart, donc principalement Angular Dart 1.0 qui a été released en fait il y a un peu plus de 2 semaines. Et on va aller un peu sur le futur parce que si vous suivez un peu Angular, vous êtes rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il y a eu NG Europe. Qu'à NG Europe, il y a eu beaucoup d'annonces. Moi j'y étais, j'ai eu l'occasion de discuter avec les gars de l'équipe Angular pour voir comment ça se passait, comment ils voyaient la transition. Et donc je vais essayer de vous faire aussi un retour là-dessus. Donc déjà avant tout, vous faites tous du développement Angular à peu près. Qui est-ce qui fait du développement Angular ici? Ou qu'on a déjà fait un peu? Ok. Est-ce qu'il y en a qui font du Dart déjà? Ouais, c'est bien, j'ai quelques mains. Donc logiquement, on va commencer par Dart, je vais présenter rapidement. Bon, là, je vais considérer que vous avez déjà tous fait des langages avec de l'héritage par classe, des langages vraiment orientés objet, pas un héritage par prototype comme JavaScript. Après, je vais vous présenter Angular Dart, donc je ne vais pas prendre la dichotomie avec AngularJS. Je ferai quelques rapprochements, mais ce n'est pas l'objectif. Je vais vraiment vous présenter la façon de concevoir une application, et ensuite je vais m'orienter vraiment vers le futur. Donc Dart, qu'est-ce que c'est? Dart, commence à être connu, en tout cas Google fait en sorte que ça soit assez connu. Dart, c'est un langage qui a été release open source en octobre 2011. C'est un langage de programmation web. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir construire des applications web riches. Typiquement, ce qu'on fait aujourd'hui qu'on arrive à faire aujourd'hui avec du JavaScript. En octobre 2011, c'était beaucoup plus compliqué. Personne ne s'attaquait à créer ce genre d'application en JavaScript. Par exemple, Gmail et tout ça, c'est développé avec du GWT. Et donc l'objectif, c'était de fournir un nouveau langage qui permettrait de builder des applis pour le web moderne de manière simple et construite. Un autre point important, c'est que ce soit un langage client et serveur. Pourquoi c'est important? Parce que régulièrement, vous allez avoir une logique métier qui va être partagée entre votre client et vos serveurs. Par exemple, tout ce qui est classe modèle, ça ne sert à rien de les implémenter. Donc si vous les implémentez en Java, vous n'avez pas forcément envie de les traduire en JavaScript. Vous allez pouvoir utiliser les mêmes packages. Donc ça, maintenant, on y arrive avec du Node.js. Dart permet de le faire aussi avec des performances supérieures au moteur d'interprétation JavaScript actuel. Depuis juin dernier, c'est un standard, donc c'est ECMA 408. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît l'ECMA. L'ECMA, c'est l'European Computer Manufacturers Association. Pour faire simple, c'est la même association qui a standardisé il y a 20 ans JavaScript, un peu moins de 20 ans JavaScript. Et donc aujourd'hui, ils ont un nouveau standard qui s'appelle ECMA 408, donc ça nous laisse espérer qu'un jour, la machine virtuelle Dart soit inclue de manière native dans les navigateurs. Actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, votre programme Dart va devoir être compilé vers du JavaScript pour être exécuté. Depuis un mois aussi, c'est un des 20 langages les plus populaires. Donc là, je me base sur le TIOB Index qui en fait va crawl le web et compte le nombre de pages qui recensent les allusions au langage de programmation. Donc Dart est rentré 17e, donc on commence vraiment à en parler, il commence à y avoir vraiment des articles qui parlent de comment développer des applications complexes en Dart. C'est développé et supporté par Google, donc ça c'est un point qui est assez important. Surtout qu'aujourd'hui, il faut imaginer que je vous parle d'Angular Dart et de Dart. Au sein de Google, il y a une équipe de 90 personnes qui travaillent à temps plein sur du Dart et de l'Angular Dart. Donc on parle quand même d'équipes avec des projets actifs, donc continue. Et un des intérêts que je vois, moi, majeur, c'est qu'en fait, quand vous allez faire du Dart, vous allez télécharger, en fait, vous allez aller sur dartlang.org et vous allez télécharger un zip. Le zip, il inclut quoi? Il inclut tout le Dart SDK, mais il inclut aussi un éditeur. Donc en fait, vous allez directement avoir un éditeur qui va vous permettre de faire de l'analyse syntaxique. Donc ça, c'est une grosse différence quand vous faites du JavaScript ou régulièrement, moi je suis quelqu'un qui fait pas mal de typos, je fais F5 sur mon navigateur, il n'y a rien qui marche. Avec Dart, en fait, clairement, il va me le dire avant, il va me dire attention, là vous avez défini une variable qui n'existe pas. Enfin, tu utilises une variable qui n'existe pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un écosystème complet avec un gestionnaire de paquets, avec un éditeur riche directement qui fait de l'analyse de code, qui propose la compilation et qui intègre le SDK. Et enfin, je vous disais que c'est un langage de programmation web, donc ça vise le web moderne. Donc principalement, si on regarde ce qu'ils disent annonce, c'est tout ce qui est Evergreen Browser, donc ça c'est logique, mais grosso modo c'est supporté à partir de IE9. IE8, Dart a déjà fait le parti de l'oublier, ce qui pour moi n'est pas un mal. Après, c'est un langage qui se veut familier, à savoir que bon, ça a été développé par Google. Google, ils ont une culture du Java. Et donc, grosso modo, l'idée, c'est de dire qu'on doit être efficace en à peine 1 heure. On doit être capable de programmer une application Dart.
C'est un challenge qui est assez osé. On sait tous que faire un Hello World dans une application, c'est quelque chose. Développer une vraie application, c'est une autre chose. Et donc là, je vous ai mis un snippet de code qu'on pourrait retrouver dans une vraie application. Bon, là, c'est quelque chose un peu typé, mais bon, je vais créer une classe qui est une conférence. Cette conférence va posséder des variables d'instance, une liste d'attendees. Donc là, on va retrouver pour les développeurs JavaScript la possibilité de définir un var, en fait, parce que Dart, au runtime, est complètement dynamiquement typé. Donc vous n'allez pas être obligé d'utiliser le typage liste de attendee. Vous pouvez mettre directement une variable. Seul défaut que vous allez avoir, c'est que si Dart à un moment se perd dans son analyse syntaxique, vous n'aurez plus d'avertissement sur ce que vous allez utiliser. Après, on retrouve des sucres syntaxiques qui sont empruntés à d'autres langages. Là, vraiment, pour ceux qui ont fait pas mal de langages, vous allez vous rendre compte qu'on retrouve des choses qui viennent de plusieurs langages. C'est peut-être mieux comme ça. Et donc là, si on regarde le conférence, en fait, on a un constructeur, donc constructeur classique, sauf que là, on va lui passer directement le this.attendees. Et donc, en fait, là, Dart va comprendre intelligemment que le paramètre qu'on attend, c'est une liste d'attendees, et il va le mapper automatiquement sur le this.attendees, donc sur notre variable d'instance. L'intérêt, c'est d'éviter que les 5 premières lignes de notre constructeur, ce soit this.x égale x, this.y égale y, et ainsi de suite. Après, avec Dart, on peut faire la même chose qu'avec du Node.js. Donc on peut faire en fait des programmes qui s'exécutent en ligne de commande aussi côté serveur. Et donc on va pouvoir faire, comme font souvent les langages de script, on va pouvoir surcharger les opérateurs. Ou comme même bien faire les mathématiciens, dès qu'on manipule des matrices, c'est toujours plus sympa de mettre un plus, d'utiliser vraiment l'opérateur plus. On a une notion de paramètres optionnels. Donc là, on a les paramètres positionnels et nommés. Et enfin, on a des one-line functions avec la flèche comme ça. C'est en fait une fonction. Clairement, on dit que la fonction fait une ligne et qui va retourner le résultat de ce qui est après la flèche. Et enfin, le dernier point, c'est la chaîne de caractères. Là, si vous regardez le toString, en fait, on a la possibilité de faire de la string interpolation. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. Ça va vous éviter en fait d'avoir ma variable plus guillemets, espace, guillemets, plus une autre variable, et ainsi de suite. Là, vous allez directement pouvoir mettre vos variables dans vos strings, ce sera interprété, et ça vous sera rendu. Donc là, et enfin, le dernier point, c'est tout en haut, c'est la notation. Dart supporte les annotations. Donc c'est un point qui est assez intéressant, qui est vraiment... Je vais revenir dessus sur AngularDart de toute façon. Mais grosso modo, ce qu'on peut voir, c'est que ce bout de code, je pense que si tout le monde a fait tout ce qui est C#, Java, ou même d'autres langages, c'est un bout de code, vous l'auriez compris sans que je l'explique. Donc c'est un langage qui est quand même assez familier, et je pense, moi pour avoir essayé, effectivement, en 1h30 ou 2 heures, on est efficace. On n'est pas un expert du langage, mais on peut commencer à faire des applications web qui commencent déjà à se comporter bien et à être très réactives. Et donc voilà, pour la présentation Dart, la partie Dart, je vais m'arrêter là. Mais grosso modo, il faut savoir qu'on peut compiler vers du JavaScript avec le compilateur Dart2JS. Donc Dart2JS, c'est le compilateur qui a été développé par les mêmes développeurs qui ont fait le compilateur de GWT vers JavaScript. Donc c'est des développeurs qui ont déjà une expérience de compilation vers du JavaScript, qui se sont déjà penchés sur cette problématique. Ce qui permet d'avoir une optimisation qui est assez intéressante, c'est le tree shaking, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez importer n'importe quelle librairie dans votre application. Même si la librairie, on imagine que c'est du Guava, que ça a des milliers de méthodes. Si vous n'utilisez que 2 méthodes de votre librairie, en fait, ils vont s'en rendre compte. Et au moment où ils vont compiler vers du JavaScript, ils vont vous enlever toutes les méthodes qui vous sont inutiles. Ça permet de minifier le code et donc d'éviter de vous extraire un ensemble de méthodes qui ne vous servira pas à l'exécution. Et notamment au moment du debug, ça vous évite d'avoir du code pollué à débugger. Après, il y a des notions de futures. Donc ça, voilà, pour ceux qui font fait du Angular ou qui font du JavaScript, c'est la notion de promesse. C'est inclus nativement. On retrouve des génériques. Là, c'est des génériques qui sont maintenus au runtime. Donc si vous introspectez vos listes au runtime, vous allez savoir si c'est une liste de quelque chose. Vous pouvez le savoir. Il y a les isolates. Donc là, Google essaie de pousser clairement. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai eu, c'est que Google essaie de pousser l'utilisation des isolates. Ça permet de faire du multi-cœur, enfin du multi-threading, même côté client. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup en JavaScript. On peut le faire avec les web workers, mais en fait, on ne le connaît pas trop, on ne s'est jamais trop posé la question. Avec les isolates, il y a vraiment une partie de la documentation qui le détaille très bien pour vous inciter à utiliser du parallélisme si vous pouvez l'utiliser pour faire des calculs ou autre. Et enfin, le chargement différé, donc voilà, qu'on peut faire en JavaScript aussi, mais qui est inclus nativement aujourd'hui depuis la release d'il y a 6 semaines. Donc voilà, maintenant vous savez à peu près à quoi ça ressemble du Dart. Et on va pouvoir passer sur AngularDart. Donc là, AngularDart, je pense que c'est important de comprendre le concept. La naissance du projet, en fait, le but, c'était d'améliorer le CRM interne de Google. Donc on parle quand même d'une application qui est conséquente. C'est une application qui était développée en Java GWT. Donc c'est une application qui a été développée il y a plusieurs années. Et l'objectif, c'était donc de lui rajouter des fonctionnalités.
Cette problématique a déjà été adressée plusieurs fois, et en fait, elle a échoué plusieurs fois. La citation que je reprends, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Seth Ladd, qui est le product manager de Dart maintenant, qui explique dans une de ses conférences, je crois que c'était à JFocus, qui dit qu'en fait ce projet, il était appelé le projet qui fait des veuves, pour la simple et bonne raison qu'en fait, ils ont essayé plusieurs fois et à chaque fois, ils n'ont pas réussi à livrer les nouvelles fonctionnalités parce qu'il y a une telle legacy que c'était compliqué. Et donc ils ont affecté une nouvelle équipe. Cette nouvelle équipe, c'est 12 ingénieurs. Et ils ont dit, vous devez nous livrer le CRM avec les nouvelles fonctionnalités. Et en fait, l'équipe a décidé de réécrire tout from scratch, de partir sur du Dart. Et certains des développeurs qui étaient des développeurs web ont dit « Moi, je fais du Angular aussi et je voudrais bien avoir la puissance d'Angular dans Dart. » Et donc, en fait, en plus d'améliorer le CRM interne de Google, les gars se sont dit « On va aussi réécrire Angular pour Dart. » Bon. Conclusion, ils ont réécrit Angular pour Dart, ils ont réécrit l'application, ils ont mis les nouvelles fonctionnalités, ils ont livré tout ça en 6 mois. Bon, c'est des gars de Google après, mais... Donc ça, c'était la partie voilà, sympa, mais c'est quand même pour dire qu'aujourd'hui... c'était des développeurs Java de formation, ils ont réussi à se positionner sur un nouveau langage, à utiliser un nouveau framework web qu'ils ont développé eux-mêmes et à livrer une application qui est complexe et qui doit supporter la charge en 6 mois. Donc on a quand même aujourd'hui matière à se dire qu'il y a peut-être un avenir pour tout ça, et notamment avec ce qui arrive, et notamment parce que Angular Dart, pour moi, c'est un peu une partie du futur. Comment ils ont fait? Première question, comment on fait? Si je vous dis porter un framework, il y a plusieurs façons, vous prenez les sources, vous relisez, ainsi de suite, et vous essayez de traduire mot à mot. Eux, ils ont dit on va faire plus simple, on va traduire juste la batterie de test, et on va coder pour que la batterie de test passe. Tant que la batterie de test ne passe pas intégralement, ça veut dire qu'il nous manque des fonctionnalités et qu'on n'est pas iso-fonctionnel avec la version JavaScript. Donc ils ont pris les tests, ils ont tout réécrit en Dart, et ils ont dit c'est bon, on y va. Donc ils ont fini par porter tout ça, mais ils n'étaient pas seuls. Et là, c'est un point qui est important et qui vous explique pourquoi la version d'Angular Dart, vous allez voir après, pour ceux qui ont fait du JavaScript, a pas mal de différences avec JavaScript. C'est qu'en fait, ils ont été aidés par 2 équipes, l'équipe d'Angular et l'équipe de Dart. Pourquoi? Parce que déjà, l'équipe d'Angular, ils ont déjà écrit une fois un framework qui aujourd'hui a du succès. Donc, ils sont au courant de ce qu'ils ont bien fait et ce qu'ils avaient mal fait. On réécrit toujours mieux la 2e fois l'application. Et l'équipe de Dart, eux, ils savent comment fonctionne leur machine virtuelle en interne. Et s'ils savent comment fonctionne leur machine virtuelle en interne, ce qu'ils peuvent faire facilement, c'est dire attention, si vous utilisez ça ou ça, vous allez avoir des optimisations, vous pouvez utiliser telle fonctionnalité qui n'est pas forcément très bien documentée, mais qui existe. Et donc, comme je vous disais, c'est en fait, c'est beaucoup plus qu'un portage, parce que c'est un framework complètement réécrit. Donc, on va retrouver toutes les fonctionnalités de base, enfin un certain nombre de fonctionnalités de base, les directives, donc, qui existent toujours, les filtres. Donc les directives, pour ceux qui n'ont pas fait du Angular, c'est la possibilité d'étendre le DOM, l'arbre HTML, donc étendre le langage HTML pour lui rajouter des nouveaux éléments ou rajouter du comportement à des éléments existants. Et les filtres, donc ça existe toujours. Les filtres, c'est l'objectif de formater de la donnée pour l'affichage. Par contre, pour ceux qui ont fait du AngularJS, on va noter la disparition des contrôleurs et des scopes. Donc ça, je vais revenir juste après dessus. Et par contre, on a l'ajout de nouvelles possibilités qui s'appellent, là j'ai pris le mot qu'ils avaient utilisé en anglais parce que je n'arrivais pas à le traduire, on va dire des dartismes. Et donc ça, je vais vous en parler tout de suite. Les dartismes, c'est quoi? Premièrement, Angular, une de ses fonctionnalités majeures qui quand même a fait son succès, c'est l'injection de dépendance. L'injection de dépendance en JavaScript, il n'y a pas de type, c'est typé fondamentalement, mais il n'y a pas de type à proprement parler. Donc ce qu'on va faire, c'est on déclare des chaînes de caractères. La problématique de la chaîne de caractères pour l'injection de dépendance, c'est que si on fait une erreur de typo, l'injection de dépendance va casser. Si on minifie le code, l'injection de dépendance ne se passe pas si bien non plus. Et donc la première chose qu'ils ont utilisée, c'est de dire que vu que dans Dart, on a des types, on va réécrire l'injection de dépendance et on va se baser sur les types. Donc maintenant, vous n'avez plus de risque en cas de minification. Il y a des types. Le type, même après minification, ma conférence, ça reste une conférence. Une autre fonctionnalité qui a été beaucoup utilisée, c'est les annotations. Et ça, il y a toute une explication. C'est qu'en fait, une annotation, pour les gars de Google, c'est un très bon moyen d'ajouter de la méta-information sur une classe existante. Et en fait, l'idée qu'ils ont eue, c'est de dire, si j'ai une classe, un service, qui fait des requêtes web ou qui accède à une base de données, qui est utilisée dans une application existante, et que j'ai envie de faire une autre application Angular Dart, mais que cette application va utiliser potentiellement la même classe. Et dans ces cas-là, je n'ai pas envie d'avoir à modifier ma classe pour pouvoir l'utiliser, j'ai juste envie de pouvoir dire qu'elle est injectable.
Et donc le @injectable que je vous ai présenté tout à l'heure, en fait, c'est comme ça qu'on va déclarer des services. On rajoute juste cette méta-information, et AngularDart va être au courant qu'il faut qu'il instancie cette classe, enfin cet objet, pour le mettre disponible à l'injection de dépendance. Donc en fait, c'est sans vous forcer à modifier votre code, ça vous donne toute la possibilité de mettre de la méta-information et de rajouter des données dessus. Et surtout, ça va permettre de standardiser les déclarations. Donc là, je pourrais revenir sur la première chose qui a été dit par Miško Evry. Donc Miško Evry, c'est la personne qui a fondé Angular en 2009. Et la première chose qu'il a dit dans sa keynote, c'est qu'il s'excusait pour les API JavaScript, parce que pour lui, c'était les pires API qui aient été écrites aujourd'hui. Donc ils se sont dit, nos API en JavaScript, elles ne sont pas parfaites. Donc on va profiter du passage pour les améliorer. Et l'utilisation des annotations, ça va nous permettre de standardiser ces déclarations. Et donc ça, je vais vous le montrer au travers des différents exemples. En fait, on va pouvoir standardiser la façon de déclarer un composant, un décorateur, donc je vais revenir là-dessus, tout ce qui est service, fonction injectable, et les filtres. Les dartismes, c'est aussi l'avènement des standards du web. Donc en JavaScript, souvent on traîne un peu de background avec nos entreprises ou avec IE8 par exemple, ce genre de choses. Dart a dit on part sur du IE9+, et donc ils ont dit bah ok, si on part sur du IE9+, nous c'est simple, on se base sur les nouveaux standards, on inclut directement la notion de web component. Et donc là, on va pouvoir utiliser toutes les possibilités de Shadow DOM. Donc là, si vous n'êtes pas très familier avec les web components, il y aura une présentation tout à l'heure par Horacio, qui est très bien, donc que je vous conseille. Donc je ne vais pas vous faire toute la théorie, mais voilà, globalement, on va vraiment se baser sur des standards qui arrivent, qui sont en cours de rédaction et qui sont à l'état de draft, mais qui commencent à être implémentés dans les navigateurs. Et le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est les zones. Alors une zone, c'est quoi? Une zone, si je vous donne la définition officielle de la documentation Dart, c'est une étendue dynamique incluant tous les appels synchrones et asynchrones, ce qui veut dire simplement que c'est un contexte d'exécution. La principale différence, c'est que si vous avez déjà fait du développement JavaScript, ce dont vous avez pu vous rendre compte, c'est qu'au moment où vous lancez un appel asynchrone, une requête part, là on tombe dans le code natif, et au moment où la requête revient et donc on exécute un callback, en fait, si vous avez déjà regardé, vous avez perdu souvent, Google Chrome réussit à le faire maintenant, mais sur la plupart des navigateurs, vous avez perdu toute la stack d'appels. Ce qui est un peu dommage, parce que quand ça bug, vous savez que la requête a été émise, potentiellement la requête peut avoir été émise par plusieurs personnes, plusieurs services, donc vous ne savez pas d'où elle est partie. Et bien avec les zones, en fait, ça ne peut plus arriver. L'exemple qu'on a là, c'est j'ai un onClick qui est déclenché. Donc voilà, en Angular, ça déclenche un ngClick. Et donc j'exécute mon code. On imagine que j'exécute une librairie tierce. Cette librairie tierce, qu'est-ce qu'elle va faire? Simplement, elle va aller faire des requêtes serveur, elle va modifier des données. Et en AngularJS, à un moment où on passe dans une librairie tierce, il faut être capable de dire à Angular, une fois qu'on a fini de traiter les données, il faut lui dire « Attention, j'ai fini de traiter les données, il faut que tu mettes la vue à jour. » Sinon, ce qui se passe, c'est qu'on a une désynchronisation du modèle entre la vue et la mémoire. Et donc, du coup, ça fait que l'utilisateur peut interagir sur des données qui ne sont plus à jour. Et donc ça, en fait, avec la notion de zone, on va se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire parce que entre le onClick et la fin de l'exécution, en fait, il s'exécute un tour de zone. Et donc là, si on regarde vraiment dans le framework comment ça a été fait, donc là, c'est pour tous les développeurs qui ont fait du AngularJS, la façon de dire à AngularJS que l'exécution est finie et qu'il faut qu'il mette à jour la vue, ça s'appelle le scope.apply. Et en fait, si on regarde dans le code Dart, il y a la notion de zone, et en fait, à chaque fin de zone, il va appeler automatiquement un apply. Donc vous êtes garanti quand vous utilisez Angular Dart qu'à la fin de chaque zone, donc à la fin de n'importe quel bout de code à vous qui va être exécuté, vous aurez toujours un apply et donc vous n'aurez jamais cette désynchronisation entre le modèle et la vue. Donc ça, c'est un gros gain parce que l'inclusion de librairies jQuery et d'énormément de librairies de ce type en AngularJS, régulièrement, ça passe par « j'ai oublié de faire ça et je cherche pendant 10 minutes pourquoi » avant de comprendre qu'en fait, il fallait que je fasse un scope.apply. Donc ça, c'est un gros gain pour les développeurs. Et en fait, ça paraît rien quand on a fait du développement et qu'on commence à comprendre vraiment comment AngularJS fonctionne. Mais c'est un gros défaut quand on veut débuter avec ce nouveau framework. C'est un frein parce que ça fait qu'on ne peut pas inclure, par exemple, des anciennes librairies qu'on avait développées. Si on ne pense pas à faire ce genre de manipulation, eh ben, on a des désynchronisations, ce qui n'est pas bon. Donc là, ça va vraiment aider à simplifier le tout. Donc maintenant, si on passe sur le code en soi, le code en soi, c'est quoi? Toujours sur des classes. Donc on a une classe qui va être un address book, donc ça étant un module. Je définis un module Angular Dart et je lui dis que dedans, je vais ajouter mon contact. C'est mon service qui va m'exposer ma liste de contacts.
Je vais lui déclarer ma carte de visite. Donc la carte de visite, ça va être un web component. Je vous le présenterai juste après. La vCard list, en fait, qui va m'exposer une liste de cartes de visite. Et enfin, je vais définir la façon de gérer les routes. Donc on a un système de routing sur lequel aussi je vais revenir. Et enfin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais toute application Dart commence dans une fonction main. C'est un peu surprenant de prime abord quand on vient du JavaScript. On peut être surpris, mais en fait, on se rend compte que toute application, on peut toujours trouver un point d'entrée. On peut toujours trouver une méthode qu'il faut exécuter en premier. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Je bootstrap Angular, je lui ajoute le module que je viens de déclarer, et je lance l'application. Et donc là, tout en développeur AngularJS, une fois qu'il a bootstrappé son application, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il crée son template, son premier template, et du coup, il va créer le contrôleur qui va avec, il va mettre des données, et une fois qu'il a mis les données, il va se débrouiller, il va commencer à mettre des données dans son contrôleur, et afficher sa vue. En réalité, avec Angular Dart, ça c'était la partie, pour dire sympa, entre la version 0.14 et la version 1, c'est que les contrôleurs ont été supprimés, purement et simplement. Et donc du coup, ça fait que toutes nos applications et notre façon de concevoir des applications avant, elle n'est plus tout à fait vraie. En réalité, ça nous pousse à nous interroger sur aujourd'hui, avec les nouveaux standards qui arrivent, les web components et tout ça, comment je dois construire une application. Une application, on ne va plus la construire de la même façon, à manipuler le DOM en faisant des query selectors de partout. Aujourd'hui, on va avoir normalement des composants qui vont être indépendants, qui vont avoir leur logique, leur style, et qui vont être séparés. Et en fait, leur constat, c'était de dire que quand j'ai un template auquel j'associe un contrôleur, en réalité, un template auquel j'associe un contrôleur, en changeant un peu sa forme, ça devient un composant web. Clairement, c'est un template HTML avec un bout de code JavaScript qui va définir comment il se comporte. Donc en fait, on tombe dans le cas suivant, qui est le cas des directives et des composants. Et donc en fait, là, on se dit, ce qu'on faisait avant, c'était presque des web components, mais pas vraiment. Donc si on décide d'embrasser complètement les nouveaux standards, on y va carrément et on enlève les contrôleurs, on enlève les scopes et on passe sur des sous-implémentations des web components. Et donc les directives en tant que telles n'existent plus. Enfin, elles existent encore, mais du coup maintenant c'est vraiment un superset qui regroupe des composants. Donc les composants, leur vocation, c'est de créer vos propres tags HTML. Donc par exemple, vous vous dites, oui, moi je veux représenter, imaginons une application de gestion de contact. Voilà, mon contact, comment je le représente? Normalement, c'est une imbrication de div pas très esthétique. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vous dire, non, mon contact, c'est une vCard. Point, c'est fini, je donne vCard, mon contact, et tout va bien se passer. Donc là, vous allez créer vos propres éléments HTML, et vous allez pouvoir enrichir tout ce qui existe. C'est une sous-implémentation des web components. Donc, si vous êtes allé voir la présentation, il y avait une présentation juste avant sur Polymer. Polymer, c'est une implémentation des web components qui est encore plus complète. La version Angular Dart est un peu moins complète, mais elle mérite d'offrir déjà tout ce qu'il faut. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, quand vous allez créer un nouveau composant, un nouveau custom element, il va créer son propre contexte. Et donc, vous allez définir des variables au sein de votre composant. Et ce composant va avoir son propre contexte sur lequel il va pouvoir interagir. Pour ceux qui viennent un peu du monde JavaScript, vous connaissez la notion d'héritage de scope qui était un peu embêtant parce que du coup, en fait, quand on imbrique des contrôleurs dans AngularJS, ce qui se passe, c'est qu'il faut clairement faire attention, car dans mon contrôleur actuel, je peux avoir des variables, mais il faut que je fasse attention aux collisions de nommage avec le contrôleur parent. Parce que je peux avoir, vu qu'il y a un héritage de contrôleur, ce qui peut se passer, c'est que je peux avoir des collisions de nommage, et en cas de collision de nommage, je peux avoir des soucis, je peux écraser la variable d'un parent, ainsi de suite. Aujourd'hui, on crée un nouveau contexte avec les composantes, et du coup, clairement, si vous voulez avoir une variable qui passe du composant parent au composant enfant, vous allez devoir le déclarer de manière explicite. Vous n'avez plus récupérer tout le contenu, vous n'allez récupérer que ce que vous demandez. Et enfin, les directives, c'est aussi des décorateurs. Donc ça, c'est plus simple, le but, c'est d'ajouter du comportement à un élément existant. Donc ça peut être un élément du HTML, typiquement une div, ou ça peut être un élément d'un module que vous avez récupéré. Donc vous récupérez le module de quelqu'un qui a développé un super composant, vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose, via un décorateur, vous allez pouvoir lui rajouter cette fonctionnalité. Et donc si on regarde, comme je vous disais, les annotations, ça va servir à essayer de standardiser. Donc en fait, si je regarde une carte de visite, à quoi ça ressemble? Une carte de visite, c'est une classe qui possède un attribut, contact.
Donc là, l'attribut contact est annoté avec ng2way. Donc en fait, c'est pour dire que si je modifie le contact au sein de mon composant, la modification sera répercutée dans son parent. Et si le parent modifie le contact, la modification sera répercutée directement dans ma carte de visite. Et enfin, pour déclarer le component, comment je fais? Je déclare un sélecteur. C'est le sélecteur CSS qui va déclencher le composant. Et après, je vais pouvoir utiliser le template URL. Donc là, je vais lui dire à quel endroit il va pouvoir trouver le template du composant et le CSS URL, parce que du coup, chaque composant va avoir son CSS à lui. Et donc là, en dessous, on a juste l'utilisation. Et donc là, clairement, dans votre HTML, vous allez avoir ça. Vous allez avoir un tag qui est vcard. Et votre utilisateur, s'il inspecte votre page avec Google Chrome, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un vcard. Ce ne sera pas remplacé à l'exécution, ce sera un composant en tant que tel. Et donc là, vous voyez que je fais un vcard, que le contact, je lui passe le contact. Et après, du coup, je peux utiliser du Angular de manière classique. Et du coup, le template, si on voulait faire aujourd'hui, bah en fait, ma vcard, avant que j'utilise des composants dans AngularDart, c'était ça. Et donc ça fait que dès que j'avais 8 contacts, j'avais 8 fois ce code-là qui était collé dans mon arbre d'homme, ce qui nuisait à la lisibilité, ce qui en termes de debug n'était pas optimum du tout. Et donc maintenant, ce bout-là, on ne le voit plus, il est encapsulé dans ce qu'on appelle le Shadow DOM. Et l'intérêt du Shadow DOM, en fait, c'est de vous garantir que vous n'allez plus avoir de fuite de CSS. À savoir que du CSS qui est appliqué dans votre composant, dans votre custom element, il ne va pas fuiter en dehors. Et donc typiquement, l'exemple qui me semble toujours le plus standard, c'est de dire la mire de login Google aujourd'hui, elle est distribuée sous forme de web component. Comme ça, vous pouvez l'inclure dans n'importe laquelle de vos applications. Et en fait, la mire de login Google ressemblera toujours à la mire de login Google. Il la package avec le CSS et le JavaScript qui va bien pour le faire fonctionner. Les décorateurs, du coup, je vais passer rapidement dessus. Ce qui est important à voir, c'est qu'en fait, le décorateur, c'est quoi? Bah, c'est une autre annotation. C'est toujours un sélecteur CSS. Et c'est une classe définie pareil. Donc j'ai une classe. Là, on peut voir que je lui injecte un élément HTML. C'est l'élément sur lequel ça a été appliqué. Et là, du coup, je dis que par contre, c'est en one way. C'est-à-dire qu'au moment de l'instanciation de mon tag HTML, il va passer la valeur du contact à ce moment-là. Et si quelqu'un le modifie à l'extérieur, la valeur ne sera pas répercutée. Et ensuite, bon là, je fais un tooltip customisé un peu. Les services, donc ça je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai déjà un peu parlé, mais le injectable. Donc en fait aujourd'hui, un service en AngularDart, c'est une classe annotée injectable. Donc c'est une classe qui peut être une classe valide au sens Dart du terme, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle autre application. Annotée injectable, vous dites à Angular qu'il peut l'injecter dans les autres contrôleurs, enfin dans les componentes, dans les décorateurs et tout ce qui va bien. Et donc là, si je veux l'utiliser, comment je fais? Bah, on a l'exemple juste en dessous. Donc là, je vais l'injecter directement dans mon contrôleur. Il va le faire injection par type. Il va se rendre compte que contact service, c'est de type contact. Et avant, il aura instancié, comme fonctionne un système d'injection de dépendance, il va instancier un objet et puis il va me le servir, un singleton. Et donc là, pour ceux qui ont fait du AngularJS, on perd la notion de provider, factory, service. Ils veulent simplifier tout ça, et donc en fait, il y a d'autres façons de configurer vos applications, mais du coup, ils simplifient. Maintenant, on n'a plus qu'un type de service. C'est beaucoup plus simple à prendre en main, et on évite de se poser des questions existentielles. Les filtres, donc là, je peux passer assez rapidement. Un filtre, ça a été renommé en fait pour formateur. Donc là, si on regarde, ça s'explique assez facilement pour moi, c'est que si on regarde la documentation officielle officielle dit qu'un filtre, c'est une fonction qui a vocation à formater des données pour l'affichage. Donc du coup, déjà, c'est un premier point, autant les appeler des formateurs, pour moi c'est plus clair. Et en plus, il y avait une collision de nommage entre le filter et filters en règle générale. Et donc quand on cherchait sur la documentation, c'était pas très pratique. Et donc là, si on veut déclarer un filtre, c'est simple, c'est une classe avec une méthode call. Ce sera la méthode call qui sera appelée, donc là, voilà, c'est la seule contrainte. Et une annotation formateur auquel on donne le nom. Et mon filtre est déclaré. Et donc là, si je fais l'analogie avec ceux qui ont fait du AngularJS, si vous vous souvenez, les API étaient quand même relativement compliquées, même si Michko Evril l'a dit. On a une directive, c'est une fonction qui retourne un objet qui contient au moins une fonction, qui est la fonction de linkage ou de compilation. Le contrôleur, c'était une fonction. Le filtre, c'était une fonction qui retourne une fonction. Enfin, très vite, en fait, on se rend compte qu'on était dans des cas, et si on ne s'en souvient pas ou si on ne manipule pas régulièrement, on perd l'habitude.
Là, c'est des annotations. Et en fait, si on utilise le Dart Editor, vous allez mettre votre annotation, vous allez faire CTRL espace et il va vous dire ce qui est nécessaire. Et donc vous allez vous rendre compte qu'il faut mettre un sélecteur, qu'il faut mettre un template. Et ça, il va vous le dire. Donc en plus, vous allez être aidé au développement parce que vous allez avoir une analyse syntaxique qui est riche et puissante. Et le routage, donc ça c'est un des points noirs, je vais dire, du routeur d'Angular et d'Angular en tant que tel avec l'implémentation de référence. Et donc là, en fait, le nouveau système de routage a été complètement réécrit et il est inspiré du e-router pour ceux qui le connaissent. Principalement, l'idée, c'est de dire qu'on veut pouvoir faire un système qui est proche de la machine à état avec des vues imbriquées. Et donc, en fait, là, si je prends l'exemple, j'ai une vue qui s'appelle list. Donc, j'ai ma vue list qui est une route qui est représentée par /list. Je lui donne son modèle et je dis que c'est la route par défaut. Donc, si j'arrive sur mon application sans rien spécifier, par défaut, je vais arriver sur la liste des contacts. Après, par contre, je peux tomber sur le cas où je suis dans l'état contact. Mais du coup, sur l'état contact, le pass, c'est /contact et l'ID du contact, parce que j'arrive sur les données d'un contact en particulier. Et après, du coup, je peux être sur /contact, /son ID, /edit ou /view. Et ainsi de suite, je vais pouvoir imbriquer mes vues jusqu'à avoir des vues relativement complexes et des structures très intéressantes pour faire du routage et pouvoir gérer nos applications. Et donc là, on peut voir la notion de view où je passe un template, le lien vers un template, et le view HTML où je vais passer directement un composant. Et donc là, typiquement, je passe un contact edit et c'est mon composant HTML qui va être interprété. Et donc finalement, Angular Dart, c'est à peu près 1 an de développement pour livrer la version 1.0. Donc je vous ai dit qu'ils ont livré l'application il y a 6 mois, mais effectivement, en fait, il y a 6 mois, ils livraient le CRM de Google, a été livré dans les temps. Mais par contre, la version Angular Dart avant de livrer la 1.0 qui est arrivée il y a quelques semaines, ça a pris 1 an total. C'est utilisé par Google en production, donc comme je vous disais, il y a 90 développeurs qui font du Dart et de l'Angular Dart sur des applications internes. Je suis aussi tombé sur des articles où Netflix l'utilise, donc c'est quand même des comptes qui ont confiance et qui trouvent que ça marche bien. C'est assez nouveau, donc pour ceux qui ont fait du AngularJS, vous avez peut-être été déroutés par 2-3 aspects, mais pour moi, c'est vraiment une meilleure façon, une façon beaucoup plus simple quand on est passé outre le fait qu'ils ont supprimé des choses que je connais. Quand on fait cet effort d'aller voir un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont simplifiées. Il y a des gestions qui sont beaucoup plus simples, qui vont vous aider à développer vos applications. Et ça vous aide à être familier avec le futur. Donc ça, je vais revenir juste après dessus. Mais juste... hop. Est-ce que j'ai Internet? Je voulais juste vous montrer que... Voilà. Alors, il faut que j'ai Internet. Voilà. Et donc là, en fait, si vous remarquez, je suis sur Chrome. Je pourrais vous le montrer sur Firefox et j'ai quand même testé avant de vous dire... Enfin, je voulais quand même tester sur IE9 avant de faire la présentation. Et ça marche très bien sur IE9. Et en fait, c'est une application qui est codée en Angular Dart, mais qui est compilée vers du JavaScript. Et donc, en fait, l'application fonctionne relativement bien, à savoir qu'on va avoir toutes nos fonctionnalités avec toutes les aides qu'on va retrouver. Donc là, vous voyez, Bruce Wayne, son numéro de téléphone a changé. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui... Avant la version 1.0, j'avais eu beaucoup de mal à le compiler vers du JavaScript fonctionnel. Mais aujourd'hui, voilà, ça compile très bien vers du JavaScript. Et donc, il est complètement envisageable pour moi d'utiliser ce genre d'appli. Pas forcément tout de suite sur des choses critiques qui sont exposées publiquement. Mais en tout cas, pour des applications internes, ça vaut le coup parce que vous allez avoir toute la productivité que vous avez en Java avec des éditeurs riches. Et en plus, vous allez avoir la même vitesse d'itération que du JavaScript, parce qu'avec Dartium, qui est le navigateur qui embarque la VM Dart, vous allez directement pouvoir faire F5 et toute l'application va tourner. Donc voilà, ça c'était juste pour en montrer que ne faut pas s'inquiéter, même si on code dans un autre langage, ça compile vers JavaScript et ça s'exécute bien en JavaScript. Et donc je vous disais que c'était une nouvelle façon de s'habituer au futur. Et donc qu'est-ce que je veux dire par là? Donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 semaines, il y avait NG Europe, donc il y a eu quelques annonces qui ont été faites. On va pouvoir revenir un peu dessus. La première nouvelle et la grosse nouvelle qui a été faite, c'est que Angular 2 ne sera pas écrit en JavaScript, ce sera écrit en AdScript. Donc ça, je vais revenir un peu à la fin de cette partie dessus. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Et en fait, il a été présenté quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose qu'on pressentait quand on lisait les specs d'Angular Dart. C'est qu'en fait, Angular Dart, c'était un peu un POC. Le but, c'était de prouver un certain nombre de concepts
Et ces concepts, en fait, sont en train d'être réécrits, d'être complètement backportés pour Angular 2. Typiquement, la notation, enfin, l'injection de dépendance basée sur les types, elle a été écrite pour Angular Dart, elle a été réécrite par Voitagina pour AngularJS 2. Donc en fait, pour Angular 2, ils ont réécrit le même système d'injection de dépendance parce qu'il marche bien. Les annotations, alors ça, c'était un peu une façon de standardiser les API. Donc là, si je vous dis annotation, vous me dites en JavaScript, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est aussi pour ça qu'ils vont utiliser qu'ils vont utiliser AdScript. Mais ça, par contre, ils ont beaucoup apprécié l'expérience d'utiliser des annotations parce que ça rend beaucoup plus simple, beaucoup plus lisible le code. Et donc, ils vont se dire, OK, donc les annotations, il faut aussi qu'on soit capable de les ramener dans Angular 2. Les zones, vous avez aujourd'hui une implémentation en JavaScript qui a été faite par Brian Ford. Vous pouvez la trouver. Si vous avez mes slides, là sur Zone, vous devez avoir un lien vers sa présentation à ngconf où il vous explique comment il a pu porter ça en JavaScript. Et enfin, le système de dirty checking. Donc, si vous avez suivi, vous savez que la version 1.3 d'AngularJS est beaucoup plus performante au niveau performance pure, c'est bien meilleur. Et en fait, Angular Dart a passé un stade encore supérieur. Ils ont réécrit complètement le dirty checking. Ils sont aujourd'hui compilés vers du JavaScript à 20 000 détections par milliseconde de changement. Et si on prend des tableaux, donc des données contiguës en mémoire, on arrive à détecter 200 000 changements par milliseconde. Donc on arrive sur des applications qui peuvent bouger assez rapidement et toujours être dans les 16 millisecondes de temps de réponse qui permettent à votre application d'être à 60 images par seconde. Un nouveau système de templating. Alors celui-là, j'en parle, il est encore en pourparlers. Il y a les docs et les spécifications qui sont en ligne, qui sont libres. Et clairement, l'équipe Angular, si vous avez le temps, aimerait bien que vous les lisiez et que vous mettiez des commentaires. Si vous regardez ces documents qui ont énormément de commentaires et tout le monde donne son avis pour essayer d'améliorer pour essayer d'améliorer la version 2. Et donc là, si on prend, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ma carte de visite de tout à l'heure. Et là, j'ai un crochet contact égale contact. Et alors là, on se dit, oula, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la façon de déclarer un peu comme avant avec le ngModel, sauf qu'en fait, ici, on va plus binder directement sur utiliser des attributs, mais en fait, quand on va utiliser la notation crochet, on va être bindé directement sur des propriétés des éléments. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un élément HTML aujourd'hui, la spécification DOM dit qu'un élément HTML possède des attributs et des propriétés. Typiquement, si vous prenez une checkbox, ça possède une propriété qui est checked, qui représente son état à un instant T. Mais ça, ce n'est pas un attribut. Vous ne pouvez pas utiliser l'attribut checked sur un input type checkbox, ça ne marchera pas. Par contre, si vous utilisez sa propriété, là, ça va marcher, tout va fonctionner. Donc là, en fait, on va passer sur une étape suivante au-dessus, c'est de carrément se binder sur les propriétés des éléments. Après, vous avez une autre syntaxe, là, le ngRepeat, donc toujours les crochets. Et donc là, on a un ngRepeat pipe contact égale contact. Et donc là, c'est une syntaxe qui paraît un peu barbare, mais qui a une raison d'être assez précise. C'est qu'en fait, en utilisant ce genre de syntaxe, ce qu'on garantit maintenant, l'objectif, c'est d'avoir dans la partie droite, entre guillemets, que des expressions. Et si on est sûr d'avoir une expression sur la partie droite, et en fait, on est sûr de pouvoir évaluer ça dans le scope sans avoir à parser la chaîne de caractères. Et ça présente un intérêt majeur au niveau de la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites du ngRepeat, si vous regardez comment c'est fait, vous faites ngRepeat, machin, in, truc. Si vous allez voir comment c'est implémenté dans AngularJS, vous allez tomber sur une expression régulière qui est compilée et qui vous sert à en fait récupérer les différents bouts pour avoir le pattern, faire du pattern matching, et après on évalue tout comme il faut. Mais on passe quand même par une étape d'analyse. L'objectif de cette syntaxe, c'est juste d'être capable de dire, on n'a même plus besoin d'analyser. On sait que ce qu'on a dans la partie droite, c'est une expression. On le prend, on l'évalue dans le contexte, et c'est fini. Et enfin, la dernière syntaxe, donc ça c'est du click. Là le click, c'est pour dire en fait on va se binder directement sur le onClick. Et donc ce onClick, voilà, on va pouvoir dire directement, ça va être un peu le remplaçant du ngClick, sauf qu'on va pouvoir se binder directement sur n'importe quel événement du navigateur. OnChange, onClick, et ainsi de suite. Donc ça fournit quoi en fait? Ça fournit directement une intégration native avec les web components. Donc là on va pouvoir vraiment s'interconnecter directement avec les web components, donc qui est le prochain standard qui est en cours d'écriture. Vous allez pouvoir vous interconnecter parce que eux ils vont utiliser des propriétés, donc les propriétés qu'on a avec crochet contact, et eux ils vont utiliser ça en interne. Et donc en fait vous allez pouvoir directement changer les valeurs des composants. Les web components proposent automatiquement le même fonctionnement, savoir que dès que leurs propriétés changent, ils sont capables d'exécuter du code.
et ainsi de suite. Et en fait, vous allez pouvoir utiliser toute votre application. Donc, si mon contact change dans mon contexte courant, ça va changer la propriété du web component, qui, elle, va notifier les personnes qui l'écoutent, et va exécuter le code sur le composant interne. Et donc, toute cette mécanique sera complètement invisible pour nous, mais par contre, sera réellement appliquée. Et en plus, le fait d'utiliser des expressions sur la partie droite, comme je le disais pour le ng-repeat, ça va permettre aux développeurs d'avoir toute une analyse statique de code. Et ça, c'est un intérêt majeur, c'est-à-dire que si on commence à l'avoir avec AngularDart, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur un template, si vous mettez une variable qui n'existe pas, donc en fait, vous essayez d'injecter dans votre template une variable qui n'existe pas, il va vous dire bah, la variable elle n'existe pas, donc ça va être un peu compliqué à utiliser. Et donc il met un warning, il souligne la ligne et il dit bon bah. Et même maintenant, je crois qu'on peut faire de la correction intuitive avec le CTRL 1 parce que c'est un Eclipse. Donc on peut faire automatiquement la correction comme ça. Et donc comme je vous disais, Angular 2, c'est un serial killer. Hein. Je vous ai dit, on va perdre les contrôleurs. Donc ça, AngularDart, c'était un test et c'est validé. On va perdre les scopes du coup. La façon de définir les directives qui était un peu compliquée, qui n'était pas du tout intuitive, disparaît aussi. Elle sera remplacée par des annotations. JQLite, qui est une sous-implémentation de jQuery, parce qu'ils ne voulaient pas intégrer tout jQuery dans Angular, va disparaître. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était le bottleneck pour la manipulation du DOM. En fait, si en 1.3, ils n'arrivent pas à optimiser encore plus, il faut savoir qu'AngularJS 1.3 est 4,4 fois plus rapide que son prédécesseur sur la manipulation de DOM, ce qui est déjà pas mal. Et en gros, ils ont dit bah, le bottleneck qui nous reste, c'est JQLite, mais ça ferait réécrire trop de choses pour prendre le parti de le supprimer aujourd'hui. Et enfin, Angular.module, la façon que vous avez de définir vos modules en Angular 2 disparaît, parce que Angular 2, ça va être écrit en ECMAScript 6, le prochain standard JavaScript, et que le prochain standard JavaScript est livré directement avec des modules qui seront natifs. Donc en fait, ils vont directement se baser sur le nouveau standard qui sera implémenté dans V8, ce qui sera beaucoup plus performant. Donc je vous parlais d'AdScript. Alors AdScript, c'est quoi? Aujourd'hui, on se place dans le ES5, là, ECMAScript 5, donc aujourd'hui, on en est là. En juin 2015, théoriquement, on va avoir les specs pour la partie supérieure, donc ECMAScript 6. C'est du JavaScript en fait, auquel on va rajouter des classes et des modules. Alors les modules, grosso modo, il faut voir, c'est des modules qui permettent de faire du chargement asynchrone et qui permettent de gérer toutes les dépendances circulaires. En fait, c'est un peu la même chose qu'on a avec du Node, sauf que c'est asynchrone et ça a été bien travaillé, donc ça a fonctionné plutôt pas mal. Et donc ça, c'est du ECMAScript 6. Ça commence à être implémenté dans les navigateurs actuellement. Il faut savoir que ECMAScript 6, en fait, c'est du sucre syntaxique complet. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que le ECMAScript 6, c'est compilable vers du ECMAScript 5. À savoir qu'une classe, c'est une fonction, et ainsi de suite. Et si vous voulez vous faire l'expérience, vous utilisez le compilateur de Google qui s'appelle Tracer. Vous écrivez une classe valide au sens ECMAScript 6. Vous la compilez, vous voyez ce qu'il en sort. Et en fait, ça, d'après ce que j'ai compris de la discussion que j'ai eue avec Eric Arvidsson, qui travaille sur V8 et sur la nouvelle spec pour l'écriture d'ECMAScript 6, a priori en interne, ils vont faire ce genre de fonctionnement, à savoir dire en fait, on va traduire ça vers du ECMAScript 5 et on va exécuter le ECMAScript 5. Donc au-dessus d'ECMAScript 6, actuellement, il y a quelque chose qui s'appelle TypeScript. Donc ça, c'est un langage développé par Microsoft qui vous permet d'avoir des types, du typage au développement. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mettre votre variable, son type, et comme ça, vous allez être tranquille, vous allez avoir une validation du type. Et donc là, en dessus de ça, on va avoir AdScript. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc ils vont rajouter des annotations. Donc voilà, des annotations pour pouvoir utiliser tout ce que je vous ai montré avec AngularDart. La syntaxe, je vais vous la montrer juste après. Il y a une petite différence, mais ce n'est pas fondamental. Et de l'introspection, donc en fait, pour pouvoir valider les types à l'exécution. Et pour ça, ils veulent se baser sur le système de vérification des types de Dart. C'est-à-dire qu'en fait, si vous compilez du Dart et que vous regardez le code qui est généré, qu'est-ce qui se passe? Le début d'une fonction, si vous dites que le premier paramètre c'est un string et que le deuxième c'est un int, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vérifient si le premier paramètre c'est un string et le deuxième un int. Ils vont faire la vérification explicitement. Ça prend un peu de temps à l'exécution. Donc ça, c'est si vous demandez que ce soit en mode sécurisé. Sinon, vous pouvez carrément dire pas de vérification, je fais confiance à mon application. Et donc, ils veulent introduire ça dans AdScript pour avoir des applications encore plus sûres. Et donc, pour un petit bout de code, j'ai repris le tooltip de tout à l'heure. Donc là, la notation change. A priori, il partirait sur du addDecorator directive au lieu du addDecorator tout seul. On retrouve le sélecteur. Et on a une classe. Donc là, c'est une classe qui est valide au format ECMAScript 6. Donc ce que vous pourrez écrire d'ici
6 à 8 mois, je pense. Et donc là, vous avez un constructeur. Donc le constructeur s'appelle constructeur. Et par contre, vous allez avoir vos variables, 2 points, le type de la variable. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et ainsi de suite. Après, ça va être du code valide au format ce que vous connaissez aujourd'hui. Vous allez avoir quelques fonctionnalités en plus, mais principalement, voilà à quoi ça va ressembler. Et donc ça, l'objectif de AdScript, c'est assez simple, c'est être capable de compiler vers du JavaScript et vers du Dart pour avoir une base de code commune. Donc ça, c'est un point qui est assez important, c'est qu'ils n'ont pas envie de dire « Ok, on a écrit Angular Dart, on a écrit Angular JS, et maintenant, quand il y a un bug dans l'un, il faut corriger dans les deux. » Ils veulent écrire ça dans un superset et dire « On corrige le bug une fois, et c'est fini. » Et donc, moi, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez suivi un peu sur Twitter, surtout, j'ai eu pas mal de levées de boucliers suite aux annonces. Enfin, tout le monde a hurlé et dit « Ouais, mais en gros, toutes les applis qu'on a faites, elles ne marcheront plus. » Angular 2, c'est pas encore commencé. Enfin, voilà, ça commence juste à travailler dessus. Donc, mais voilà, Angular 2, ça reste Angular. Ça garde le système de le dirty checking, tout le système de change detection. Ça va garder l'injection de dépendance, qui était un des points assez forts et qui était un point fort du framework pour moi. Et ça va garder tout le côté DOM extension. Donc vous allez pouvoir toujours étendre le HTML. La seule différence que vous allez avoir par rapport à la version actuelle, c'est que maintenant vous allez être incité à vous baser sur le futur du web, à savoir les web components. Ce qui à terme, en fait, quand les web components seront complètement implémentés dans les navigateurs, vous aurez des encore meilleures performances. Et donc ce sera encore plus intéressant. Et donc voilà, ça c'était une phrase qui avait été dite par Ceslad, que voilà, j'ai même pas envie de la changer. Voilà, Angular, que ce soit Dart ou JavaScript, le but qu'ils ont, c'est de faire du web une meilleure plateforme de développement. Ils sont bien partis pour y arriver. Avec Angular 1, déjà, tout le monde apprécie ça. Angular 2 va passer la seconde et aller encore plus loin dans tout ça. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder. Si vous avez le temps, essayez de lire les docs et suivez ce qui se passe. Ça vaut vraiment le détour. Donc merci, et puis je crois que j'ai un peu moins de 5 minutes, mais si vous avez des questions, je pense qu'on est bon. Ouais. Même pas Chromium. C'est Dartium, c'est un Chromium qui toutes les 6 semaines est packagé avec la dernière version de la VM Dart. Ouais, là, je pense que... Hop. Non, ça... Je crois que c'est sur les ressources. Il y a une différence assez importante, en fait, entre la VM Dart... voilà, Dart, c'est en haut. Le JavaScript que vous écririez à la main, c'est au milieu. Et le JavaScript compilé, qui est quasiment en fait au même niveau, et tout est en bas, mais enfin, principalement, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a quasiment un facteur 1,8 entre la machine virtuelle Dart, qui propose énormément de fonctionnalités qui vont beaucoup plus loin que... en fait, déjà, le langage est moderne, donc le langage, ils ont réécrit la VM aujourd'hui, donc ils ont réécrit la VM sur un langage qui est moderne, qui savent analyser statiquement. Et en plus, la VM offre des propriétés de snapshotting qui sont relativement importantes. Ils ont fait le test sur des applications qui contiennent 50 000 lignes. Le premier démarrage est de l'ordre de 100 millisecondes, le deuxième est de l'ordre de 2 ou 3 millisecondes. Donc en fait, une fois que vous avez l'application qui a été chargée une fois dans votre VM Dart, ils sont capables de la snapshotter pour la démarrer beaucoup plus vite la deuxième fois. Oui, monsieur qui a le micro, je pense. Après, oui, TypeScript, c'est a priori ATScript va être un superset de TypeScript. C'est ça. Et TypeScript, il y a une version 2 qui a été annoncée. Est-ce qu'il y a une volonté de passer que ATScript suive cette évolution ou ça va rester sur TypeScript 1 donc, Je n'ai pas suivi l'annonce de TypeScript 2. ANG Europe, clairement, ils ont annoncé qu'ils étaient presque en pourparlers avec Microsoft en fait, pour s'associer, faire un langage commun, en fait, étendre TypeScript, donc en fait quasiment le forker sur GitHub et partir de ça et travailler dessus, parce que quand Google explique ça, ils disent en fait on n'est pas en train de créer un nouveau langage. Ça, chacun fait son point de vue. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'on est en train d'essayer de créer une nouvelle brique qui, on l'espère, sera le futur JavaScript en fait, qui sera ES6 Next, donc en fait ES7, la prochaine version. Donc je ne peux pas répondre sur TypeScript 2, je n'ai pas suivi trop les annonces, désolé. Merci. Et là il y avait une question aussi juste devant.
Alors là, c'est une question qui est... Là, je vais donner mon point de vue perso, parce que après, je ne peux pas répondre pour Google. Je vous ai déjà montré tout ce qui a été cassé sur la version d'Angular Dart. Donc en fait, pour moi, aujourd'hui, si vous partez sur du Angular Dart, le bon point que vous allez avoir, c'est que les API sont déjà beaucoup plus matures, sont beaucoup plus proches d'Angular 2, donc vous aurez probablement beaucoup moins de changements, ce qui peut être bien au moment de la migration quand Angular 2 va sortir. Après, j'ai posé une question sur le Google Group, la personne qui m'a répondu, c'est Mishko Every, qui m'a dit de toute façon, on va quand même casser encore des API, donc après, c'est vraiment au choix. Si l'équipe est très orientée JavaScript, il faut mieux partir sur un langage qui maîtrise. Parce qu'aujourd'hui, la version 1.3, c'est effectivement une des versions qui est très performante, qui fonctionne très bien. Moi, je partirais presque aujourd'hui sur du Angular Dart parce que je pense que la migration sera beaucoup plus simple. Mais après, ça, c'est vraiment plus un avis personnel. Et puis, je préfère développer du Dart que du JavaScript. Je trouve ça beaucoup plus simple à gérer, maintenir et débugger. Ah, question là-bas. Ouais, c'est la suite de la question que j'ai posée tout à l'heure. C'est que qu'en est-il de l'adoption de la VM Dart par les autres navigateurs que Dartium? Parce qu'actuellement, on peut bénéficier de la puissance de Dart uniquement sur un seul navigateur. Oui, et qui est en plus cela dit en passant, qui est un navigateur que personne n'a. Donc, actuellement, il n'y a pas eu d'annonce à propos de ça. Il y a des votes qui ont été faits, des issues qui ont été ouvertes. Je crois que celle que j'ai vue qui avait le plus de succès, c'était celle pour IE 11. Ce qui est assez paradoxal quand on voit comment les gens souffrent avec IE 8. Mais a priori, sur IE 11, il y a pas mal de développeurs qui ont demandé à ce que la Dart VM soit intégrée. Donc après aussi, il faut voir s'ils sont prêts à prendre le parti de dire on prend la VM de Google ou s'ils veulent la réimplémenter. Ce qui a un coût qui est certain, c'est de réimplémenter une VM pour un nouveau langage. Donc là, il n'y a pas de nouvelles sur l'utilisation de la VM par d'autres navigateurs. C'est pour ça qu'aussi, ils travaillent toujours en continu sur la compilation vers JavaScript. Oui. Donc concrètement, sur le court, voire moyen terme, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est pertinent vraiment de passer sur Angular Dart? Est-ce qu'on peut vraiment travailler en production avec Dart? Est-ce que c'est vraiment intéressant de commencer à s'y mettre? Bah là, c'est la réponse que je peux donner, à part que c'est utilisé en production déjà par des personnes, ça fonctionne très bien. Du Dart, moi, la dernière fois que j'ai fait cette présentation, j'ai dit que la partie Angular Dart en compilation vers JavaScript était encore un peu instable. Là, j'ai réussi à compiler, ça fonctionne très bien. Donc voilà, clairement, c'était le but de la 1.0. Au moment où ils ont livré la 1.0, ils ont dit c'est production ready. Et voilà, ce que voulait Google, c'était avoir un autre langage, en fait, une alternative un peu à GWT qui permet d'avoir un langage assez familier et qui compile vers du JavaScript. Donc oui, c'est prêt pour la production. Après, voilà, il y a toujours la question qui se pose. Et là, moi, je donne toutes les billes pour prendre les décisions. C'est qu'on a ECMAScript 6 qui arrive bientôt. Donc ECMAScript 6, ça va ajouter des classes et des modules, donc ça se rapproche déjà pas mal de Dart. Par contre, la mauvaise nouvelle que moi j'ai vue quand j'ai discuté avec Eric Arvidsson qui travaille chez Google sur le V8, quoi, et qui me disait que s'ils veulent améliorer les perfs de 10% aujourd'hui, il faudrait écrire 90% de V8. Ça, c'est pas envisageable. Et du coup, quand il m'a expliqué qu'ECMAScript 6, en fait, il le traduisait en ECMAScript 5 pour l'exécuter, ça veut dire que même si on rajoute des classes et des modules, donc on structure le langage, en fait, on aura les mêmes performances qu'aujourd'hui. Donc ça fait que JavaScript va bloquer. Donc c'est là que moi j'ai l'espoir que Dart commence à fonctionner et que quelqu'un l'intègre, que n'importe quel navigateur l'intègre. Après. Donc pour l'instant, c'est pas assez pertinent pour on va dire un développeur min-stack Node et Angular de passer directement à Dart. Autant attendre ES6 ou... Bah c'est ça, je pense qu'il faut attendre encore un peu de voir ce qui va se passer, surtout que si tu fais du min, tu risques d'être un peu... l'écosystème Dart n'est pas encore aussi développé que l'écosystème JavaScript, ce qui est aussi un problème un peu bloquant aujourd'hui. Oui. Ok. Donc la question c'était est-ce qu'avec la suppression des contrôleurs et les annotations, est-ce qu'on va quand même pouvoir faire la distinction entre le view du MVC et le contrôleur, c'est ça? Ok. Bah, en fait oui, on va pouvoir parce que le contrôleur, ça reste le composant qu'on déclare avec le add component qui va définir la logique qui va être exposée à la vue.
Et la vue, ça reste le template qui est complètement indépendant. En fait, c'est juste qu'au lieu de faire template et de définir votre contrôleur là, en fait, c'est un bloc. Mais fondamentalement, ça va changer très peu de choses, surtout si vous utilisez la syntaxe contrôleur as aujourd'hui et que vous faites directement des this point quelque chose pour définir les variables dans votre template. En fait, vous aurez encore moins de choses à changer pour la migration. J'ai juste une question par rapport à TScript. Est-ce que ça va être supporté par tous les navigateurs? Alors, ATScript, ça n'a vocation à être supporté par aucun navigateur. Enfin, clairement, leur idée, c'est de dire ATScript, c'est un langage dans lequel on va écrire le nouveau standard, enfin le nouveau Java Angular, et qu'on va compiler vers du ECMAScript 6, donc le prochain, ou du Dart. ATScript, en fait, c'est comme du TypeScript, en fait, c'est pas interprété par les navigateurs. Le but, c'est vraiment juste d'avoir un langage qui est plus haut niveau et qui permet de faire des meilleurs développements, de s'y retrouver, et d'avoir une analyse statique de code pour pouvoir vous aider au moment de la rédaction du code à éliminer les 50% de bugs qui sont des bugs souvent des tourderies. Oui. Est-ce qu'il y a des suites de tests pour Dart? Comment ça, des test runners? Oui, en fait, c'était une des contraintes qu'ils avaient déjà pour livrer Angular Dart 1.0, leur contrainte numéro 1, et qui est restée en fait longtemps la contrainte bloquante pour réaliser la version 1, c'était qu'en fait, le système de test UI, donc Protractor, n'existait pas. Donc en fait, je vais un peu plus loin, mais oui, il y a des systèmes de test unitaires, et il y a même maintenant des systèmes de test end-to-end. Protractor a été porté pour faire du Dart, donc on peut carrément faire des tests sur nos interfaces graphiques avec Dart. Donc là, on peut retrouver tout ce qu'on veut. Et il y a même Drone.io qui est un système de test un peu à la Travis qui vous permet, qui vous propose d'exécuter vous lui donnez votre repo GitHub, il vous exécute vos tests. Et dès qu'une nouvelle version bêta de Dart sort, il l'exécute pour savoir si vous êtes compatible avec la nouvelle version ou si ça casse. Oui. Ou sinon, je répéterai la question. Ouais, vous avez beaucoup fait le parallèle entre Dart, Angular Dart et GWT chez Google. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que Dart ou Angular Dart se retrouve comme GWT actuellement, un peu abandonné par Google, mis sur le côté Là, clairement, Angular Dart, c'est vraiment avec la AdScript, de toute façon, Angular Dart ne sera pas abandonné tant qu'Angular 2 ne sera pas abandonné. Donc là, ça résout la première problématique. Après, Dart, c'est un langage qui est déjà utilisé, quand on regarde les conférences, pas mal au sein de Google. Donc, autant remplacer un framework, c'est, je pense, assez faisable. Autant là, tuer un langage qu'ils ont en production, ça va être déjà un peu plus compliqué. Ouais, mais c'était pareil pour GWT. Ils ont beaucoup utilisé GWT pendant un temps, et puis maintenant ils se détachent du consortium, etc. Ouais, ils l'utilisent encore. Oui, donc, parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Ouais. Donc là, non, j'aurais pas de réponse. En fait, je pense moi, de ce que j'avais compris, ils espèrent encore de toute façon que ce soit intégré et standardisé. S'ils ont poussé aussi fort pour que ce soit standardisé par l'ECMA, c'est qu'ils ont quand même un espoir que ça intègre les navigateurs. Et là, on rejoint sur le fait que pour moi, développer du Dart aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus productif que de développer du JavaScript. Ok, merci. Dernière question? Non? Eh bien, je vous remercie.